Avant d'aller plus loin, pose-toi une question simple. Pourquoi en 2026, on planifie encore l'assassinat d'un chef d'État africain comme on planifie une opération militaire secrète? Ce que tu as entendu n'est pas une rumeur, ce n'est pas une spéculation. C'est la révélation froide, méthodique, presque chirurgicale d'un plan pensé pour décapiter un pays en une seule nuit, le 3 janvier 2026, 23 heures précises, une heure choisie pour frapper quand la vigilance baisse et que le silence protège les tueurs. La cible principale est claire, capitaine Ibrahim Traoré, neutralisation directe, à bout portant, ou par une explosion nocturne au cœur même de son espace privé. Pas d'avertissement, pas de négociation, juste l'effacement. Mais très vite, on comprend que l'objectif dépasse un homme, la liste s'étend, autorité militaire, responsable civil. Figure clé de la transformation du Burkina Faso. Une stratégie de décapitation totale pensée pour créer le vide, le chaos, puis l'entrée d'autres forces. Ce détail change tout. La neutralisation prévue de la base de drones. Un coup tactique précis, parce qu'on ne désarme pas un pays par hasard, on le fait quand on prépare quelque chose de plus grand. Ce qui se dessine ici n'est pas un simple coup d'État, c'est une opération hybride. Interne en apparence, externe dans sa finalité. Et c'est là que le nom d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Pourquoi lui? Pourquoi une telle obsession? Pourquoi autant de ressources, de traîtres, de financement pour éliminer un seul homme? La réponse n'est pas dans sa personne, elle est dans ce qu'il incarne. Une rupture, une ligne rouge franchie. Si tu penses que cette histoire ne concerne que le Burkina Faso, reste encore un instant. Parce que ce qui commence ici dépasse largement ses frontières. Vous voulez comprendre jusqu'où ce plan allait vraiment? Vous voulez voir ce que cette tentative révèle du système qui gouverne encore l'Afrique? Alors regardons de plus près, parce qu'un complot de cette ampleur ne naît jamais du hasard. Selon le témoignage du ministre de la Défense, ce plan n'a rien d'improvisé. Il est structuré, hiérarchisé, financièrement soutenu, des militaires formés, assermentés, transformés en instruments de destruction contre leur propre État. Ce sont eux qui devaient tirer, ce sont eux qui devaient poser les explosifs, ce sont eux qui connaissaient les habitudes, les horaires, les failles, et derrière eux, une coordination plus large, une mécanique froide où chaque rôle est attribué, assassiner d'abord, paralyser ensuite, puis ouvrir la voie. Car une fois les dirigeants éliminés, une autre étape était prévue, neutraliser la base de drones. Un pas pour le symbole, pour l'aveuglement. Un pays sans drone est un pays qui ne voit plus, il ne surveille plus, il ne contrôle plus son ciel, il ne peut plus anticiper. C'est à ce moment précis que le plan révèle sa vraie nature. Après le chaos interne, l'arrivée de forces extérieures pour une opération terrestre. Pas une hypothèse, pas une métaphore, une projection militaire assumée. Pose-toi une question honnête. Pourquoi des conspirateurs internes se soucieraient-ils de préparer le terrain pour une intervention étrangère? Parce qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'ils ne sont que les exécutants visibles d'un schéma plus ancien. Ibrahim Traoré n'est pas menacé parce qu'il gouverne mal, il est menacé parce qu'il gouverne autrement, parce qu'il a rompu avec certaines dépendances. Parce qu'il a redéfini la notion même de souveraineté dans le Sahel, et c'est là que le récit change de registre. On ne parle plus de sécurité, on parle de pouvoir, qui décide de ce qu'un pays africain a le droit de faire, qui fixe les limites à ne pas dépasser, et surtout, que se passe-t-il quand un dirigeant refuse ses limites? Si tu ressens un malaise en écoutant cela, c'est normal, parce que cette affaire oblige à regarder en face une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Dis-moi en commentaire, penses-tu qu'il s'agissait réellement d'un complot interne ou d'une guerre masquée contre une idée? À ce stade, un élément fait basculer l'histoire du soupçon vers la structure, un seul nom, un nom qui n'est pas inconnu, un nom déjà inscrit dans les failles récentes du pouvoir burkinabé, l'ancien lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Celui qui, hier encore, se présentait comme un sauveur, celui qui promettait sécurité, stabilité, redressement, celui qui, en quelques mois, a perdu toute crédibilité avant d'être écarté. Selon les révélations, il n'est pas un acteur secondaire, il est le centre nerveux du dispositif, conception du plan, coordination opérationnelle, mobilisation des fonds, recrutement des exécutants, civils et militaires. Autrement dit, ce n'est pas une colère spontanée,
C'est une architecture, un projet politique inversé, pensé non pour construire, mais pour effacer. Et observe bien la logique. Quand un homme perd le pouvoir démocratiquement ou militairement, il disparaît souvent du jeu. Ici, non, il se transforme en opérateur de l'ombre. Ce détail est essentiel parce qu'il montre que le conflit n'est pas seulement institutionnel, il est systémique. L'homme n'agit pas seul, il est hébergé, protégé à l'extérieur du pays, dans un espace où certaines ambitions trouvent refuge quand elles échouent chez elles. Ce schéma, l'Afrique le connaît trop bien. Des dirigeants recyclés, des frontières complaisantes, des protections silencieuses. À ce moment précis, la figure individuelle commence à s'effacer. Ce n'est plus une question de personne, c'est une question de modèle. D'un côté, un pouvoir qui tente de redéfinir les règles du jeu. De l'autre, un réseau qui vit précisément de ces règles anciennes. Et c'est là que la tension monte encore, parce que lorsqu'un système se sent menacé, il ne négocie pas, il neutralise, il sabote, il élimine. Pose-toi cette question sans émotion. Pourquoi tant d'efforts pour empêcher un pays parmi d'autres de choisir une voie différente? Parce qu'un précédent est dangereux, parce qu'un exemple se propage. Parce qu'un succès, même fragile, fissure un ordre entier. Ce qui est visé ici, ce n'est pas un palais, c'est une possibilité. Et quand une possibilité devient contagieuse, elle doit être étouffée avant qu'elle ne fasse école. Si tu écoutes jusqu'ici, tu comprends déjà que cette affaire ne s'arrêtera pas à des arrestations. Elle touche quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui implique l'argent, les alliances et les silences organisés. Et c'est précisément là que nous devons aller ensuite. À partir d'ici, tout devient impossible à nier, parce que lorsqu'on suit l'argent, les masques tombent toujours. Le ministre est clair, le financement ne vient pas de nulle part, il vient de l'extérieur, et un pays est explicitement cité, la Côte d'Ivoire, 70 millions de francs CFA, une somme précise, traçable, documentée, pas une rumeur, un transfert réel, enregistré, passé par des circuits bancaires formels. Ce détail change radicalement la nature de l'affaire, car l'argent ne traverse pas des frontières par accident, il ne se déplace pas sans relais, il ne circule pas sans complicité. Ce que cela signifie est lourd, des institutions financières ont été utilisées, des intermédiaires ont validé, des systèmes censés être neutres ont servi une opération de déstabilisation, et surtout, cette somme n'est qu'un fragment. Une pièce visible d'un puzzle plus large, parce que 70 millions, ce n'est pas le budget d'une invasion, c'est le budget du déclenchement. Alors pose-toi la bonne question. Si ce montant a été identifié, combien d'autres flux n'ont pas encore été exposés? Combien de canaux parallèles? Combien de soutiens indirects? À ce stade, Yoda, il devient évident que le conflit n'est plus seulement burkinabé. Il est régional, il est transnational. Il s'inscrit dans un rapport de force ancien, réactivé par une rupture récente. Et cette rupture, encore une fois, ne tient pas à une personne, elle tient à une orientation. Refuser certaines dépendances, refuser certains compromis, refuser de jouer un rôle écrit ailleurs. C'est là que le mot néocolonialisme cesse d'être un slogan. Il devient un mécanisme observable, des capitaux, des relais locaux, des tentatives d'élimination quand la persuasion échoue. Si ce récit te met mal à l'aise, c'est normal, parce qu'il ne parle pas seulement du Burkina Faso, il parle de ce qui arrive quand un État africain sort du cadre autorisé. Dis-moi honnêtement, penses-tu que ces flux financiers auraient existé si la trajectoire du pays était restée conforme aux attentes extérieures? Et surtout, combien d'autres pays observent cette séquence en silence, en comprenant que le message leur est aussi adressé? À ce point du récit, une chose devient claire, l'objectif n'était pas seulement de tuer, c'était de dissuader. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que face à cette pression, une autre réponse commence à émerger, une réponse institutionnelle, une réponse populaire, une réponse qui transforme une tentative d'effacement en révélateur collectif. Et c'est cette bascule que nous devons maintenant examiner. À ce moment précis, l'histoire aurait pu basculer dans le silence, un complot étouffé, des arrestations discrètes, une page tournée trop vite. Mais ce qui se passe ensuite change la trajectoire, parce que l'État choisit une autre stratégie, non pas l'opacité, mais l'exposition. Le ministre ne se contente pas d'annoncer l'échec du complot. Il en décrit la mécanique, il en montre la profondeur, il en révèle les acteurs dans les limites imposées par l'enquête. Ce choix est loin d'être anodin. Dans un contexte de guerre informationnelle permanente, montrer, c'est reprendre le contrôle du récit,
car les ennemis de la souveraineté ne travaillent pas seulement avec des armes, ils travaillent avec des récits, des rumeurs, des divisions ethniques instrumentalisées, des frustrations économiques amplifiées. Le message adressé à la population est clair. Ne vous laissez pas enrôler, ne confondez pas critique et sabotage, ne prenez pas part, consciemment ou non, à votre propre affaiblissement. Et c'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré commence à changer de place dans le récit. Il est toujours la cible initiale, mais il n'est plus le centre émotionnel. Il devient un point de passage, parce que ce qui est attaqué, ce n'est pas seulement un homme, c'est une orientation collective, un projet qui dépasse un mandat, une tentative de redéfinition des priorités nationales. À partir de là, la question n'est plus « veut-on éliminer Traoré ?», mais « pourquoi ce type de projet déclenche-t-il systématiquement ce niveau de violence ?» Regarde le schéma. Pression, tentative de déstabilisation, multiples coups avortés, et à chaque fois la même logique. Quand la dissuasion économique échoue, on passe au chaos. Quand le chaos ne suffit pas, on tente l'élimination ciblée. Quand l'élimination échoue, on change de canal, jamais d'objectif. C'est le prix de la rupture, le prix de la désobéissance structurelle. Et pourtant, un autre phénomène apparaît, silencieux au début, puis de plus en plus visible. Un soutien populaire qui ne se limite plus aux frontières nationales. Un écho dans la région. Une attention dans la diaspora, pas parce que tout est parfait, mais parce que quelque chose est assumé, le refus de la soumission automatique. C'est là que le calcul des conspirateurs se retourne contre eux. En exposant la violence du système, ils en révèlent aussi la fragilité, car un ordre qui ne se maintient que par la peur est un ordre déjà fissuré. Pose-toi cette question et réponds honnêtement. Si ce projet était insignifiant, pourquoi nécessiterait-il autant de moyens pour être stoppé ? Pourquoi des millions ? Pourquoi des réseaux ? Pourquoi des refuges à l'étranger ? Pourquoi tant d'acharnement ? À ce stade, chacun est placé devant un choix. Regardez cette affaire comme un épisode isolé ou y voir un signal. Un signal adressé à tous ceux qui, ailleurs sur le continent, envisagent de reprendre la main sur leurs ressources, leurs décisions, leur avenir. Ce qui devait être une nuit d'effacement devient alors un moment de clarification. Et une fois qu'un peuple voit clairement, le retour en arrière devient presque impossible. La suite n'est pas écrite, mais une chose est certaine, le combat ne se joue plus seulement dans les casernes. Il se joue dans les consciences, et c'est précisément ce déplacement du champ de bataille qui inquiète le plus ceux qui pensaient contrôler l'histoire. À mesure que le champ de bataille se déplace vers les consciences, un parallèle devient impossible à ignorer. L'histoire a déjà connu ce moment et l'Afrique s'en souvient. En 1987, Thomas Sankara n'a pas été éliminé pour ses discours. Il l'a été parce qu'il avait prouvé qu'un autre modèle était viable. Autosuffisance, refus de la dette comme instrument de contrôle, dignité sans permission. Son assassinat n'était pas seulement une fin, c'était un avertissement. Un message adressé à tous ceux qui pourraient être tentés d'imiter l'exemple. Pendant des décennies, ce message a fonctionné. Les dirigeants ont appris à rester dans les limites, à négocier leur marge de manœuvre, à confondre stabilité et soumission. Puis une nouvelle génération est apparue, plus jeune, moins liée au compromis hérité, plus consciente du coût réel de l'obéissance. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette rupture historique, non pas comme une répétition, mais comme une continuité inachevée. C'est pour cela que la pression est constante, tentatives multiples, sabotage répété, un état de siège permanent. Le ministre l'a reconnu sans détour, ce n'est pas la première tentative. Et ce ne sera probablement pas la dernière, ce constat est glaçant, parce qu'il normalise l'idée que gouverner autrement en Afrique expose à une violence systématique. Regarde autour, Mali, Niger, Guinée, partout où un pouvoir tente de réorienter ses alliances, les mêmes mécanismes se déclenchent. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réactions de système, un système qui tolère la réforme tant qu'elle reste cosmétique, mais qui réagit brutalement quand la réforme devient structurelle. C'est ici que le récit dépasse définitivement un pays, il devient continental. Il devient générationnel, car ce qui est en jeu n'est pas la survie politique d'un dirigeant, c'est la possibilité même d'un choix souverain, et c'est là que le paradoxe apparaît. Plus la pression s'intensifie, plus la démonstration est claire. Si cette orientation était vouée à l'échec, elle serait ignorée.
pas combattue. La violence n'est jamais dirigée contre ce qui est inoffensif, elle est dirigée contre ce qui menace un équilibre établi. À ce stade, chacun doit se poser une question personnelle, pas idéologique, pas émotionnelle. Quel est le prix réel de la souveraineté et qui est prêt à le payer? Parce que l'histoire montre une chose sans ambiguïté, la liberté ne se reçoit pas, elle se dispute et chaque tentative pour la supprimer ne fait que révéler à quel point elle est redoutée. La suite de cette histoire ne dépend pas uniquement des dirigeants, elle dépend de ce que les sociétés acceptent, tolèrent ou refusent. Et c'est précisément là que le dernier acte commence à se dessiner, non pas dans une salle de commandement, mais dans la mémoire collective. À ce stade, une ligne invisible est franchie. Parce que lorsque un complot est exposé publiquement, il cesse d'être un simple échec opérationnel, il devient un marqueur historique. La promesse de transparence change la dynamique. Diffuser les aveux, montrer les visages, laisser les faits parler plus fort que les rumeurs. Ce choix n'est pas anodin. Dans un monde saturé de désinformation, où les récits en sont fabriqués aussi vite que les armes, la vérité brute devient une arme politique. Elle retire aux conspirateurs leur refuge préféré, le doute. Elle empêche la réécriture, elle bloque l'inversion des rôles entre victimes et bourreaux. Mais cette transparence a un autre effet plus profond. Elle oblige la société à regarder ce qui se cache derrière les slogans, à comprendre comment on recrute, comment on manipule, comment on transforme des frustrations réelles en outils de destruction. C'est là que le combat devient collectif, parce qu'aucun complot de cette ampleur ne réussit sans complicité passive, sans silence, sans relativisation, sans cette phrase dangereuse « peut-être qu'ils exagèrent ». Le ministre l'a dit clairement, la déstabilisation ne passe pas toujours par les armes. Elle passe par les mots, par les divisions, par l'érosion lente de la confiance, et c'est ici que chacun est interpellé. Pas seulement les soldats, pas seulement les dirigeants, mais les citoyens, les influenceurs, les diasporas, parce que partager un doute infondé, relayer une accusation sans preuve ou romantiser le chaos fait aussi partie du champ de bataille. Ibrahim Traoré, à ce stade, y devient presque secondaire, non pas parce qu'il n'est plus visé, mais parce que l'enjeu le dépasse désormais. Ce qui est testé ici, c'est la capacité d'une société à résister à la fragmentation, à refuser l'importation de conflits fabriqués ailleurs, à défendre un projet sans le transformer en culte. Et c'est peut-être cela qui inquiète le plus les adversaires de cette trajectoire, non pas un homme, mais une population qui apprend, qui observe, qui relie les points. Si ce processus se consolide, alors l'échec du complot devient un précédent dangereux. Il prouve qu'on peut déjouer, exposer et survivre politiquement. À ce moment précis, une question flotte dans l'air, lourde de conséquences. Et si cette tentative ratée avait produit l'effet inverse de celui recherché? Et si, au lieu de briser un projet, elle avait accéléré une prise de conscience plus large, plus durable, plus difficile à neutraliser? C'est cette hypothèse, encore fragile, mais déjà présente, qui ouvre la dernière phase de cette histoire. Et nous voilà au point où tout se rejoint, le complot, son échec. Et ce qu'il laisse derrière lui. Ce qui devait être une nuit d'effacement est devenu une fracture visible, une ligne claire entre deux visions du futur africain. D'un côté, un ordre ancien qui survit par l'ingérence, la peur et l'élimination ciblée. De l'autre, une aspiration encore imparfaite, encore fragile, mais désormais consciente d'elle-même. L'histoire retiendra peut-être les noms des conspirateurs, elle retiendra peut-être les dates, les montants, les lieux, mais l'essentiel est ailleurs. Elle est dans la leçon transmise sans discours. Lorsqu'un système est prêt à assassiner, c'est qu'il n'a plus d'arguments. Ibrahim Traoré, vivant, n'est plus seulement un individu menacé, il devient un symbole parmi d'autres, non pas d'un homme providentiel, mais d'un moment où refuser a cessé d'être abstrait. Ce moment n'est ni pur, ni garanti, il comporte des risques, des erreurs, des contradictions, mais il a une force que l'ordre ancien redoute par-dessus tout. Il ne demande plus la permission. Ce qui se joue au Burkina Faso ne s'y arrêtera pas, parce que les idées voyagent plus vite que les armées, parce que les consciences, une fois éveillées, ne se neutralisent pas par décret. La vraie question n'est donc plus « vont-ils tenter à nouveau ?» Ils le feront. La vraie question est combien de sociétés auront compris le message avant le prochain coup?
Si cette histoire t'a interpellé, ce n'est pas par hasard, elle te concerne où que tu sois, parce que la souveraineté n'est pas un concept géographique, c'est une position mentale. Et une fois qu'elle est occupée, aucun complot ne peut totalement la reprendre. La lutte continue, pas seulement sur le terrain, mais dans la manière de voir, de relier et de refuser l'oubli. Et c'est là que commence la responsabilité collective.